Bonsoir les Itata, bienvenue dans Ces affaires nous. Je reçois aujourd'hui un homme du Sud. Bonsoir David Dinal. Bonsoir Jean-Marc Omrel. Comment allez-vous? Eh bien ça va bien, après une journée bien remplie, ça se passe bien. Alors les Martiniquais, et pas seulement les gens du Sud, vous connaissent en tant que médecin, en tant qu'homme politique. Donc on va découvrir votre parcours à travers cette émission. Aujourd'hui, vous êtes toujours en activité au niveau médical? Oui, bien sûr, je suis en activité au niveau médical, quoique un peu à temps partiel, mais manageant une équipe qui fait fonctionner l'ensemble de plateaux techniques et donc il s'est mis à la disposition de la population. Alors, on va découvrir votre parcours et en premier lieu, votre parcours personnel à travers la rubrique Kimounouye. Alors, David Dinal, Kimounouye. Eh bien, moi, c'est mon Anzarlé, moi, c'est mon Latitance, mais surtout, moi, c'est mon Martinique. Donc, je suis des Anzarlais. J'ai fait mon parcours de petite enfance aux Anzarlais à Petite-Anse. J'étais en classe jusqu'au cours moyen 2, et puis ensuite la 6e Diamant, 6e, 5e au Collège du Diamant, qu'on appelait le cycle d'observation. Et ensuite, à Rivière-Salée, 4e, 3e, à Rivière-Salée, et par la suite au lycée Schellcher, jusqu'à la terminale. Et ensuite, avant d'entamer des études, j'étais à l'école normale. Donc j'ai fait 2 années d'école normale parce que mon pauvre père est parti quand j'étais en terminale. Et comme nous sommes 11, il fallait rester aider la famille. Et donc c'est par la suite que je suis parti en France. Vous vous décrivez souvent comme un enfant du Sud. Oui. Vous tenez à cette appellation-là. Oui, je suis un enfant du Sud dans tous les termes du mot Sud, c'est-à-dire le Sud de la Martinique, mais aussi dans le monde, les rapports Nord-Sud au niveau social, au niveau économique. Donc, on sait que les pays du Sud ont eu des difficultés dans le passé et qu'aujourd'hui, les pays du Sud doivent se battre pour se mettre dans ce monde de la mondialisation, pour protéger et préserver leur population. C'est pourquoi je dis que je suis un enfant du Sud. Avec un grand S. Un grand S. Alors, on va voir une première photo, David Dinal, une photo avec quelqu'un qui vous est cher. Alors, c'est une photo relativement récente, on va dire. Oui. Mais ce n'est pas une photo de votre enfance, mais c'est une photo qui vous tient à cœur. Oui, c'est une photo qui me tient à cœur, parce que là, je vois sur la photo toute la famille, ma mère qui nous a laissés, mais qui a tant fait pour nous, puisque je profite pour dire que nous sommes 11 enfants, 3 garçons, 8 filles, et nous avons perdu l'an dernier notre sœur aînée. J'ai une bonne émotion en disant ça. C'est ma sœur Gisèle, qui, je le dis, qui a été obligée d'arrêter l'école à l'âge de 14 ans pour s'occuper des petits. Et donc, je lui rends hommage. Et puis, bien sûr, mon père aussi, marin pêcheur et agriculteur à Petite-Anse. Alors, vous le disiez, une famille de 11 enfants, c'est déjà un sacré challenge pour une maman. 11 enfants. 11 enfants, c'est un challenge, mais quelle joie d'être ensemble. Parce que dans le temps, on n'avait pas la télé, l'électricité et tout. Et tous les soirs, c'était les rencontres familiales, les chants, les historiettes, les histoires avec mon grand-père, tout ça. Donc je pense que c'était vraiment la vie heureuse de l'enfance, puisque nous pouvions, dans le temps, aller à la campagne de Carrière-Sadrivé en toute liberté et donc développer l'esprit de découverte, mais surtout l'esprit de responsabilité. Parce que quand vous allez dans les bois, il faut faire attention, mais en même temps, on est à la recherche de la vie. Donc je dis que même si on avait une vie rude, on dirait une vie de... C'était pas la misère vraiment, c'était plutôt la possibilité de s'adapter à la vie. Et je pense que c'est une enfance heureuse, ensemble, avec mes frères et sœurs, ma famille, mais aussi tous les enfants du quartier et des Anzarlais. Et vous avez eu des parents gros travailleurs, puisque votre père était marin-pêcheur et agriculteur. Votre maman, agriculteur. Agriculteur. Et ma mère était couturière aussi. C'est elle qui cousait pour les gens et qui cousait les médicaments. Les marins-pêcheurs emmenaient des trucs de farine, des sacs de farine pour faire ce qu'on appelle le costume des marins-pêcheurs, les médicaments. Et elle cousait aussi les voiles des canaux.
Et donc, j'étais tout mesure encore de souvenirs, avant même l'école, 3 ans, 4 ans, à ses pieds, et puis la machine qui liquitique. Et surtout, elle chantait en causant. Donc, quel souvenir ému pour un enfant. Quelle éducation vous avez reçue? Eh bien, c'est une éducation sociale, mais aussi l'éducation religieuse. Parce que mon grand-père, c'est lui qui est un petit peu l'intellectuel du village. Il avait été douanier au départ, avant d'être marin-pêcheur. Et puis, surtout, il nous racontait des histoires. C'est lui qui faisait les lectures à l'église, à la chapelle, le mois de Marie, comment dirais-je, toutes les messes, quoi. Et puis, bien sûr, quelque chose de très social, c'est lors des veillées et puis la prière des morts. Eh bien, mon grand-père nous récitait, tout le village vous le dit maintenant. Ça t'en comptait, quoi? Oui, c'était un comptait, et c'était ma référence intellectuelle. Et donc, il savait lire, écrire et tout, alors que mon père ne savait ni lire ni écrire. Mais il savait compter, parce qu'ils savent compter les nasliers, qui prie un kilo poisson et tout. Mais c'est merveilleux, et c'est là qu'on découvre que l'instruction n'a rien à voir avec l'intelligence. L'intelligence des marins-pêcheurs. J'allais à la pêche avec lui, je courais dans mon cahier pour noter la place des canaux et des nasses, tout ça, mais lui, c'était dans sa tête. Ouais. Donc, vous voyez, l'instruction et l'intelligence. Donc, l'intelligence des hommes s'exprime à travers leurs compétences, à travers leur activité. Et cette enfance, donc, elle s'est passée à Petitance. La Titance, comme vous dites. La Titance. Et bien sûr, on allait à la messe, au catéchisme, au bout des Anses d'Arlet. Voilà. Et là, ce mode Jacqueline, combien de fois nous sommes montés sur ce mode Jacqueline. Et surtout, moi, j'ai mon arrière-grand-père, Grégoire Delbois, qui avait planté beaucoup de pommes cannelle. Alors, tout le monde allait chercher des pommes cannelle au mode Jacqueline. Et c'était des bassines et des paniers de pommes cannelle qu'on allait vendre en ville. Et jusqu'à maintenant, ils sont là, je suis allé les voir, mais ils sont envahis par les autres arbres, mais ils sont encore là, résistants. Et vous êtes resté très, très attaché à la Titance. Ah oui, attaché, mais vraiment attaché, je dirais même enchaîné, tout en sachant que j'ai pu partir de par le monde, mais toujours, quand j'étais étudiant en France, j'arrivais, je crois, de Titance tous les soirs. Quelle est la particularité? Alors, on sait que vous avez effectivement, il n'y a pas véritablement de centre-ville, il y a un bourg aux Anses d'Arlet, mais vous avez Petitance et Grand'Anse. Et puis, il y a bien sûr d'autres quartiers, La Plaine, vous avez Fontfleury, vous avez Galochat, vous avez beaucoup de quartiers aux Anses d'Arlet. Et tout le monde allait vers le bourg à pied dans le temps. Hein. Bon, maintenant, il y a des voies et tout. Bien sûr. Et donc, cette vie-là, au fait, on était dans une commune où tout le monde se connaissait parce qu'il y avait l'échange, il y avait des échanges. Malgré le fait qu'il y ait presque 3 bourgs, en quelque sorte, avec ces 3 gros quartiers. Oui, 3 gros quartiers. Petitance, beaucoup de pêche. Toutes les pêches. Au bourg, la pêche, mais aussi la Seine, Balaou, Grand'Anse aussi. Et puis, le quartier Galochat qui fournissait les ignames, le fouillis à pain. Et Fontfleury aussi. Fontfleury, c'est de l'élevage. Mais les gens de Fontfleury descendaient à Petitance à pied pour faire la pêche. Il y avait beaucoup de pêcheurs de Fontfleury. On va reparler de pêche tout à l'heure. On va voir une autre photo où là, vous avez, je crois, une vingtaine d'années. Oui, là, c'est tout de suite après mon bac. Et ce sont des petits neveux là, qui sont avec moi, Roberto, Fabrice, Niki. Et puis, je vois la petite liquette qui est sur moi, ainsi que le pantalon. C'est ma mère qui a cousu ça pour moi. J'étais fier de mettre ma petite chemisette là. Ouais, là, on est chez une de mes sœurs, près de la maison de maman. Et là, c'est quelque temps avant plutôt que vous ne partiez pour faire des études? Oui, là, c'était après le bac. C'était l'année de mon bac, ça. Et ensuite, je suis parti 2 ou 3 ans après. Quel souvenir vous gardez de cette période où on est entre la fin de l'adolescence et puis le début de la vie d'adulte? C'était la transition heureuse parce que, en tant que fils de marin-pêcheur, pendant les vacances, et on allait pêcher avec. On était content qu'un marin-pêcheur vous donne une place, qui est un bord, pour aller chercher la vie, quoi, et ramener de l'argent aussi à la maison, ramener du poisson. Et puis, bien sûr, on était dans l'agriculture, faire des patates douces, parce qu'à Petitance, c'était patates douces, les ignames, mais bien sûr, le coton, beaucoup de coton. On avait beaucoup la Martinique. Oui, on avait beaucoup de coton. Et il fallait, alors là, ce qui était douloureux, c'est que les cotons fleurissent à la période du carnaval.
Et pas fleurir, il faut cueillir le coton. Oui. À l'époque du carnaval, eh ben nous, c'était cueillir coton. Pendant qu'on avait le caoulé, et papa nous disait « Aïe, cueillir coton avant de faire qu'on avait les autres là. » Et puis, il y a eu, David Dinal, il y a eu le départ pour les études. Oui. Et ça a été pour vous une forme d'épanouissement. On va avoir une photo d'ailleurs où vous êtes en train de jouer la comédie en fait. Oui, ça c'est à Montpellier. On avait l'Association générale des étudiants martiniquais. On faisait des pratiques culturelles, pratiques sportives, lutte syndicale pour les bourses, pour les chambres pour les étudiants. Et là, par exemple, c'était une soirée qu'on faisait, une soirée culturelle autour de l'itinéraire de la Martinique à travers, ça s'appelait au Manchoachi, qui avait fait Manchoachi, Compé-la-Housée, voilà. Compé-la-Housée, et j'étais un peu le maître-pièce là, sur Compé-la-Housée, où on faisait tout avec les Monan, Max Monan, que je profite pour saluer, et bien d'autres, mais il y avait une pratique culturelle qui nous a donné beaucoup de force, parce qu'à travers cette pratique, on était solidaires et on avait une vie dans les cités et tout, donc voilà. Et je garde des souvenirs, mais vraiment extraordinaires de cette période qui nous a permis de nous accrocher à la vie là-bas, tout en ayant une vie sociale et une vie culturelle dans le sens de notre culture martiniquaise. Et c'était votre premier engagement syndical? Oui, c'était mon premier engagement syndical qui tout de suite a été l'engagement politique parce que l'Association générale des étudiants martiniquais était très impliquée dans la lutte politique, la lutte pour l'identité. Et on fréquentait beaucoup d'associations internationales, enfin au niveau international, c'est-à-dire les pays d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, mais aussi de l'Asie du Sud-Est, toutes les associations. On avait même la journée anti-impérialiste et puis on a mené des luttes pour le Chili, on a mené des luttes contre Franco en Italie, c'était la période en Espagne, pardon. Et puis bien sûr l'Afrique du Sud, tout ça. Oui. C'était vraiment une période très bouillonnante en termes de lutte pour la dignité de l'homme et contre l'exploitation. Et vous étiez donc étudiant à Montpellier, à la faculté de médecine de Montpellier, oui. Comment ça se passait alors, Ça se passait très bien parce que j'ai pu faire des amitiés et surtout des gens qui m'ont aidé à avancer. Et puis moi-même par la suite, comme les études de médecine sont longues, j'ai été j'ai été beaucoup impliqué dans l'encadrement des jeunes qui arrivaient, et si bien que j'étais très, je dirais pas dur, mais très rigoureux avec eux. Ils m'appelaient le parrain. Je vais vous donner une anecdote. En cité universitaire, on avait une salle où on pouvait travailler les jours de fête ou bien les périodes de vacances, voire les soirs. Et par exemple, on était sur des chaises, plusieurs tables, et il y en a qui se levaient trop souvent. Alors aussi bien qu'on prenait la cordelette des mobylettes à l'élastique et on s'attachait sur la chaise pour ne pas se lever. Et quand on se rencontre, on en rigole encore. Mais ça nous a aidés parce que tous, ils ont fait les études, parce que la cité où j'étais, c'était médecine, économie et droit, pharmacie. Et donc, et puis après, il y avait les cités de sciences et après les cités de lettres. Mais comment dirais-je, on faisait le va-et-vient dans les cités. Combien d'années d'études au total? Parce que vous êtes cardiologue, donc vous êtes spécialiste. Oui, j'ai fait les 10 ans de cardio. Et ensuite, j'ai fait encore une année supplémentaire pour santé publique et médecine du sport. Parce qu'on en avait besoin en Martinique. Alors après, donc c'est le retour en Martinique. Et on va avoir une photo où là, ce sont vos enfants. Qui sont avec vous. Oh, Loulou et Anaïs. Et bien là, c'est dans un parcours du cœur. Et donc, les enfants très petits ont été initiés à ça. Ils étaient toujours avec moi, même quand il fallait faire ces parcours. Et vous voyez, ils sont tout petits. Là, ils sont grands maintenant. Hein? Ils sont grands, ils sont dans la vie professionnelle. Et je suis vraiment heureux de voir cette photo et bien sûr très ému. Quel papa vous avez été? Un papa strict au niveau de l'éducation? Un papa très strict, très rigoureux, mais très ouvert, On plaisante, joue jusqu'à maintenant. Hein. Je les taquine souvent. Et c'est eux qui me disent hey, « Papa, arrête de me taquiner ». Mais ils viennent de faire des câlins, même s'ils sont grands, comme auparavant. Et c'est cette joie-là qui montre que dans la vie, la famille est très importante. Et puis vous en avez parlé un petit peu, vous étiez très sportif. Oui. Et notamment, c'est un petit peu normal pour les Ans d'Arlé,
Et pour Petitance, volleyeur. Ah oui, volleyeur dès l'âge de 14 ans. À 15 ans, je jouais déjà à l'équipe de Petitance. Hein. Et là, par exemple, c'est une photo où on est champion de Martinique ce jour-là, avec toute la bande, là, mon Dieu, l'entraîneur Georges. Tiens, monsieur le maire, il est derrière là. C'était le président du club, le dernier là. Et puis, Eugène Larcher. C'était qui, monsieur le maire, à l'époque? Non, c'est Eugène Larcher qui est là. Ah oui, derrière, c'était le président actuel, du Rayon. Et là, c'est un jour où on était champion de Martinique. Et là, j'ai joué aussi à l'équipe de Rivière-Pilote pendant 3 ans après, puisqu'ils m'avaient demandé de venir les aider en termes techniques, en termes de joueurs, mais aussi en tant que comme médecin. Donc là, c'est avec le président de la Ligue, M. Marie-Jeanne, qui était président dans le temps, et puis moi-même. Donc, j'ai fait un beau parcours à Rivière-Pilote où j'ai des amis, sans compter que j'ai de la famille. Beaucoup des Ans-Darlais, c'est eux qui ont construit, qui ont vraiment bâti le quartier Poirier, la famille Delbois, les familles Jean-Alphonse, les familles, enfin tous, ils ont bâti ce quartier. Et ça me fait plaisir d'aller les voir régulièrement quand je peux. Sans compter, une anecdote encore pour Rivière-Pilote, c'est que quand on était petit, dans le temps, les gens de Petitance faisaient des cochons noirs, des petits cochons planches. Et on allait les vendre à Rivière-Pilote. Et on remontait le canal. Le canal était impeccable, hein? Et puis on mettait les bateaux, les canaux, près du marché. On allait vendre des cochons et on ramenait des ignames, des choses comme ça. Et puis dans l'après-midi, on passait la journée à l'Anse-Poirier, et ensuite on redescendait sur Petitance. Et là, j'étais déjà au lycée, et quand j'allais vendre des petits cochons, maman me donnait, je crois, 50 centimes par petit cochon à mes côtés. Je redonnais ça à la famille, quoi. Mais c'est encore des souvenirs extraordinaires dans le sud. Vous comprenez, l'enfant du sud. Bien sûr. Et j'allais, par exemple, faire la pêche à Sainte-Luce. Il y a un type de pêche où on restait toute la nuit du côté là où il y a le Pierre et Vacances. On pêchait 2-3 pêches dans la nuit de filet et ensuite on redescendait. Et on dormait à même la plage en mettant le feu. Les hommes prenaient le petit punch là dans la nuit et puis ensuite le redescendaient le lendemain avec 300-400 livres de poissons rouges. Hein. Donc encore le sud. Comment expliquer qu'il y a eu autant de passion pour le volley à Petitance? Alors l'histoire du volley, c'est que c'est les marins pêcheurs qui faisaient du volley parce qu'il fallait le filet, il était qu'à prendre un morceau saine. Et puis ils jouaient, alors aussi bien que vous avez Ans-Darlais, Grand-Rivière, Macouba, c'est toutes les équipes de près de la mer. Et c'est les luttes entre Grand-Rivière, Ans-Darlais, ensuite on a fait notre équipe à Petitance. Et j'ai joué aussi au RC Arlésien. Donc, j'ai joué au basket d'ailleurs au RC Arlésien. Donc, c'est ça, c'était la pêche, c'était autour de la pêche et sur le sable qu'on jouait le volley. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'histoire du volley. Puis après, il y a très peu d'équipes en intérieur de la Martinique qui en ont fait. Et puis, bien sûr, il y avait le Good Luck, il y avait des équipes à Fort-de-France. Et puis, le volley vous a conduit aussi à jouer à Montpellier pendant vos études. On va voir la photo. Ah oui, d'ailleurs, j'ai choisi Montpellier croyant que je pourrais faire volley et médecine. Parce que j'étais très bon, j'étais à la sélection de Martinique. Mais arrivé à Montpellier, quand j'ai vu le concours, on venait d'installer le concours de médecine, j'ai arrêté le volley en compétition et j'ai joué uniquement à un niveau en universitaire. Et en universitaire, quand j'ai eu ma première année de médecine et à la deuxième, j'ai pu commencer à jouer. Et là, c'est l'équipe de la Croix d'Argent, qui est une équipe de Montpellier. Il y a d'autres équipes qui m'avaient sollicité, mais celle-là me permettait de jouer tout en continuant mes études. Et c'était tout près de ma cité. Mais malgré ça, on allait jouer à Toulouse, on allait jouer à Avignon, on allait jouer à Narbonne. Et quand on partait en voiture, c'était pour le samedi. Mais en tout cas, je vois mes amis de Montpellier là, souvenirs vraiment extraordinaires. Le sport pour vous, David Dinard, on sent que c'était à la fois une passion et un besoin. Oui, c'est une passion et un besoin. Et dans ce besoin, c'est le besoin du collectif. Le besoin de travailler avec d'autres. Mais surtout, dans tous les clubs, j'ai toujours été à l'encadrement, mais aussi à l'organisation. Et donc, c'est une implication qui est constante, c'est-à-dire participer à cette vie sociale tout en faisant progresser les autres et en prenant du plaisir à le faire. Et on va constater, à travers la photo suivante, que vous n'avez jamais cessé de faire du sport, puisque aujourd'hui, David Dinard, dans sa salle de sport, c'est une photo relativement récente. Oui, elle est relativement récente. Ça, c'est le soir, puisque ce n'est pas évident. Je fais toujours du jogging, je fais toujours du canoë-kayak aux Ans-Darlais, et je remonte jusqu'au Rocher du Diamant parfois quand la mer est belle.
Mais par contre, le sport en salle, je préconise le sport en salle. Pourquoi? Parce que le sport en salle, soit en salle, ou bien on peut faire sa petite salle au fur et à mesure, on met les instruments, les ergomètres, tout ça. Et donc, je préconise souvent, je dis aux gens, achetez un vélo d'appartement. Si la fête des mères, essayez de faire des cadeaux comme ça, un tapis, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire ce type de pratique. Et moi, par exemple, arriver chez moi, je peux à 22 heures faire un peu de sport avec mon fils, avec mes enfants. Pour vous qui êtes cardiologue, vous connaissez l'importance du sport. De toute façon, très bon pour le cœur. Ah oui, mais il faut faire attention. Enfin, non. Alors, l'activité physique, elle est nécessaire parce que ça développe les capacités pulmonaires, les capacités musculaires, les capacités cardiaques. Et puis, ça apporte surtout de l'harmonie au corps et on se détend. Et sans compter que ça permet de lutter contre l'excès de poids et donc être capable de faire les gestes de la vie courante, monter rapidement des escaliers, pousser un chariot. On ne le fait pas pour jouer à l'olympisme, mais c'est surtout pour s'adapter aux gestes de la vie courante et aux besoins de la vie courante. Dans votre activité, vous avez constaté que malheureusement, les Martiniquais et les Martiniquaises font de moins en moins de sport? Oui, ils font de moins en moins d'activités physiques. Et donc, c'est pourquoi je me suis impliqué avec d'autres dans la mise en place de parcours santé. On en a mis au Lamentin. On en parle tout à l'heure. Bon, eh bien, c'est ça. Par contre, je préconise, puisqu'on regarde dans ce truc-là, c'est l'activité sportive à la maison, l'activité physique à la maison. On peut le faire en famille. Et puis, ça, on complète après par des activités de pleine nature, parce qu'on ne peut pas aller en randonnée tous les jours. On peut aller une fois par mois et ça ne suffit pas. Moi, je fais mes randonnées, je grimpe sur le mont Jacqueline, je monte sur le mont Gentil, je fais l'Appelé, tout ça. Et donc, voilà, l'activité de découverte, c'est très intéressant. Mais par contre, je préconise aujourd'hui, dans ce monde où les gens sont pressés, tout ça, où il y a des embouteillages, de pratiquer des activités à la maison. On va en reparler tout à l'heure à travers notamment la prévention santé. On termine ce Kimounouye avec une photo du grand voyageur, parce que vous avez été un grand voyageur, vous voyagez peut-être un peu moins maintenant. Oui. Et cette photo, elle est... Alors là, effectivement, avec le Covid, ça fait 2 ans que je n'ai pas voyagé. Mais à travers le monde, j'ai participé à beaucoup de congrès, puisque au niveau international, dans ma spécialité, la cardiologie, il faut participer au congrès. Et donc, j'ai voyagé dans beaucoup de villes d'Europe. Là, c'est l'Australie, là, c'est à Sydney, et là, c'est le joueur... j'étais impressionné, alors j'ai fait la photo avec lui. C'est un aborigène? Oui, c'est un aborigène qui joue un traditionnel. Et donc, Sydney, ensuite, j'ai fait les pays de l'Asie, tout ça autour de mes congrès, parce que les congrès internationaux sont importants aux États-Unis, un peu partout. Et donc, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis surtout, dès qu'il y a des choses nouvelles, des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments, des nouvelles pratiques, ça nous permet, parce que on doit progresser. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les professions. Toutes les professions doivent se mettre à jour parce que les choses avancent, la science avance, les techniques avancent. Il faut se mettre au goût du jour. Le boulanger, le pâtissier, il faut qu'il avance aussi, quoi. Même si on doit garder dans certaines professions la tradition, mais le fait de se former permet de mieux garder les pratiques traditionnelles parce qu'il y a des outils nouveaux pour le faire sans trop forcer. Et l'avantage pour vous, c'est que ça vous permettait aussi de voyager, donc et de s'ouvrir au monde. Ah oui, de s'ouvrir au monde, parce que je peux vous dire que moi qui suis branché sur tout ce qui est aménagement du territoire, quand je suis dans un pays, je regarde ce qui se fait, je dis on pourrait faire ça en Martinique, qu'il s'agisse d'architecture, qu'il s'agisse d'aménagement, qu'il s'agisse de parcours santé, parce que dans chaque ville, je vais faire un tour au parcours santé. J'arrive à New York, je vais tout de suite courir, soit dans la ville, soit à Central Park. Très bien. On va continuer votre parcours parce que vous avez beaucoup de passion et beaucoup d'activités à travers la rubrique Martinique. Avant de reparler un petit peu de toutes vos passions, tous vos centres d'intérêt, David Dinal, quel regard vous portez sur la Martinique d'aujourd'hui? La Martinique d'aujourd'hui est fragile. Est fragile parce que nous avons beaucoup de difficultés dans tous les domaines et la Covid n'a pas arrangé les choses. Et le problème premier, c'est pour moi, c'est le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, même des jeunes qualifiés,
qui ont fait un parcours et qu'on n'arrive pas pour aujourd'hui à les intégrer dans le développement du pays, alors que le pays a besoin de développement. Donc ça, par contre, il faut absolument qu'on puisse faire le diagnostic précis et faire des propositions concrètes. Et c'est là le rôle de l'élu. L'élu, bien sûr, accompagné de tout ce qui est technologie et tout. Et c'est le chômage des jeunes. Deuxième aspect, ce sont les pathologies, je suis médecin, qui nous assaillent, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, l'hypertension, et qui finissent par l'insuffisance cardiaque, et puis le problème des cancers. Donc, mettre à la disposition de la population toutes les offres de soins qu'il faut en termes d'infrastructure, en termes d'encadrement, en termes de financement et en termes de formation pour les soignants. Donc, c'est quelque chose qui m'anime. Et puis, bien sûr, il y a des domaines, d'autres domaines de développement comme la pêche, l'agriculture. Alors justement, on va parler de pêche. On va voir une photo du port du Vauclin. La pêche, c'est une grande partie de votre vie, puisque, on l'a dit, votre père était pêcheur, était marin-pêcheur, et vous côtoyez la pêche tout le temps, en fait. Oui, je suis né dedans, j'ai été pêcheur, hein, vraiment, j'ai fait toutes les pêches. La seule que je n'ai pas pu faire, pour l'instant, c'est les DCP, dispositifs de concentration de poissons, parce que les amis m'amènent, ça n'existait pas dans le temps. Donc, j'ai fait nasse, filet, balaou, pêcher coulis, tout ça. Et là, c'est le Vauclin, c'est une ville que j'aime bien. Là, c'est une visite au Vauclin. Vous voyez la machine à glace, vous voyez ça, mais on voit qu'encore une fois, les conditions ne sont pas réunies pour le travail des marins-pêcheurs. Justement, oui, d'ailleurs, on va voir la photo suivante. Vous allez souvent à la rencontre des marins-pêcheurs pour découvrir en fait leurs difficultés. Oui, leurs difficultés. Là, c'est avec encore, je crois que c'était le jour où j'étais au Vauclin. Et donc, actuellement, sans aller trop en politique, là, parler trop politique, je suis à la commission pêche, vice-président, avec Olivier Marie-Rennes, qui est président. Oui, parce que vous êtes conseiller territorial, on le précise. Je suis territorial. Donc, nous travaillons sur la pêche et dans les différentes commissions comme en plénière. Nous faisons le maximum pour mettre les conditions meilleures pour les marins-pêcheurs, puisque la chance que nous avons, enfin la chance qu'a la CTM, le pouvoir de la CTM, c'est de disposer des fonds européens. Donc, par contre, il faut accompagner, former et tout. On aura peut-être l'occasion de parler de ça une autre fois. Mais toujours est-il, je tiens à ce que les marins-pêcheurs et les jeunes marins-pêcheurs comme les anciens travaillent dans les meilleures conditions, afin que si les conditions sont réunies et modernisées, les jeunes pourront plus facilement intégrer cette profession qui permet de vivre et qui permet de nourrir la population, puisque nous parlons aussi d'autonomie alimentaire. Oui, et c'est une autonomie saine. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi le problème du chlordécone. Donc l'enjeu est important, c'est nourrir la population et permettre aux marins-pêcheurs une meilleure formation et surtout avoir les infrastructures qu'il faut pour travailler dans de meilleures conditions. Est-ce qu'ils ont le moral encore, les marins-pêcheurs? On voit que là, économiquement, c'est difficile. En plus, avec l'augmentation du coût du carburant, parce qu'ils sont directement concernés. Oui, alors justement, il faut qu'on intervienne sur le coût du carburant. Et ça, par contre, c'est possible à travers la collectivité, à travers l'État, tout ça, les affaires maritimes, et puis le ministre de la mer, et puis surtout former les jeunes. Mais par contre, je dis qu'on peut vivre de la mer, surtout le pélagique. Donc, il faut leur donner les moyens d'aller chercher le pélagique, c'est-à-dire les thons, les dorades, les poissons les plus éloignés. Voilà. C'est pour aller Miquelon, mais dans des conditions modernes. Et donc, voilà, mon père l'a fait à la voile. Donc, maintenant, les jeunes, ils ont de quoi, mais il faut les aider parce que dans toutes les catégories, il faut aider toutes les catégories professionnelles, les former, tous les jeunes pour qu'ils puissent, parce qu'on vit, nous avons une mère nourricière. C'est la mer, hein? Et aujourd'hui, nous avons, comment dirais-je, le parc marin, là, plus de 40 000 km² autour de nous. Donc, il y a de la vie. Il ne faut pas que ce soit d'autres qui viennent et qui pillent, et puis nous la ramons fin. Donc, aidons les jeunes. Et puis, il y a assez souvent, enfin, de temps en temps en tout cas, de belles prises, de belles surprises. Ah oui, ça c'est appétitance, là. Ça, c'est... je profite pour saluer Francis et puis son équipe, les sifflets, là. Et là, c'est une dorade. Et il y aura crié dorade, là, c'est le mâle. Il aura crié ça en dauphin, une grosse tête. Et là, c'était une belle prise, je crois qu'il faisait au moins 30 kilos celui-là. Tu as vu, là, la taille du marin-pêcheur. Hein? Et moi, j'ai pêché ces dorades dans le temps.
Ah, c'est extraordinaire la pêche à la douette. Alors, on va voir un autre de vos domaines d'intérêt, de vos centres d'intérêt particulièrement importants, qui est en fait la prévention par le sport. Et on le voit à travers cette photo que je vous laisse décrire d'ailleurs. Alors, dans cette photo, c'était la visite de la ministre de la Jeunesse et Sport, Madame Marie-Georges Buffet, du temps de l'équipe de Jospin, cette équipe de le truc pluriel, là. Oui, c'était la gauche plurielle. La gauche plurielle. Et elle était venue visiter le centre, parce que le centre d'évaluation que Sport Santé que nous avions mis en place répondait à des exigences, c'est-à-dire d'abord l'encadrement de nos jeunes, c'est-à-dire les sportifs tout venant dans tous les clubs, ensuite le suivi médical de ces jeunes, et qu'ils soient en sport-études, qu'ils soient en sportifs de haut niveau, et on avait équipé pour les évaluer au niveau nutritionnel, au niveau physique, au niveau psychologique. Et elle nous disait, je me souviens de son truc, de ce qu'elle nous a laissé le mot, c'était un centre exemplaire, parce qu'on innovait par rapport à ce qui existe en France. Et je profite pour saluer tous les camarades, René Corail, Boutrin, Frédéric James, qui était directeur. Et puis Frédéric James, qui est directeur, puisque sur la photo. il a fait l'UFR STAPS et ensuite gestion des équipements sportifs et gestion du sport. Qui a été le premier directeur du centre d'évaluation. Oui, voilà. Et là, j'étais le président et nous recevions Madame Buffet qui était venue justement apprécier ça. Et donc, nous avons fait un travail énorme. Nous voyions 3000 personnes par an, sans compter les grandes personnes aussi. On leur faisait des évaluations et tout. Bon, le centre d'évaluation a fonctionné un certain temps, mais après, on a eu des problèmes de financement parce qu'on arrivait à rentrer 50% de nos financements. Il fallait des aides. Certains nous ont aidés, d'autres ne nous ont pas aidés. Et puis après, ça a périclité. Mais on a l'espoir aujourd'hui de le reprendre, de reprendre cette expérience extraordinaire à travers l'Institut martiniquais du sport. Et la CTM se doit de s'impliquer et s'impliquera dans ça pour faire le suivi des sportifs et le suivi des personnes qui font l'activité physique. Vous avez pris beaucoup d'initiatives, David Dinal, pour créer justement ce type de structure. Je suis désolé. Ce type de structure à la fois pour prévenir et puis aussi pour soigner. On voit la photo de la clinique Sainte-Marie, où vous exercez encore d'ailleurs. Et vous avez créé une structure de rééducation. C'est le centre de rééducation cardiovasculaire parce qu'une fois qu'on a fait un accident cardiaque, il faut se remettre en ligne. Et donc, c'était un concept qui n'existait pas en Martinique. Dans la fin des années 90, début des années 2000, ça n'a pas été facile. Il a fallu 7 ans pour créer cette structure. Et cette structure a permis de passer une convention public-privé avec l'hôpital, si bien que les patients qui sont opérés viennent directement dans un aspect qui s'appelle les soins de suite, puisqu'ils ne peuvent pas rester là-haut. On les garde pendant 2-3 semaines, voire plus, et puis en même temps, on leur fait de la rééducation. Et dedans, il y avait aussi la partie ambulatoire, où les gens venaient de chez eux pour passer la journée ou la demi-journée pour faire de l'activité, de la prévention à l'hygiène alimentaire, la diététique, tout ça. C'est une structure qui fonctionne toujours. Elle est là. Elle doit passer à la clinique Saint-Paul bientôt. Mais j'ai été, je le dis sans modestie aucune, concepteur et promoteur. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place au niveau de la clinique et avec des partenaires privés, mais aussi en relation avec l'hôpital. Et en particulier le professeur Wok, qui est le chef de service de chirurgie cardiovasculaire, et M. Inamo, qui est le chef de service de la cardiologie, et bien d'autres. Et vous avez aussi créé des plateaux techniques personnels. Concernant la rééducation vasculaire. Je suis désolé pour ce chat dans la gorge. Oui, j'ai le plateau technique personnel avec d'autres à la clinique, mais surtout à Rivière-Salée maintenant. Et encore, c'était ma vision de l'aménagement du territoire. Avec des amis, il y a une dizaine d'années, nous avons dit qu'il faut absolument faire quelque chose dans le Sud. Alors, il y a ce centre médical avec biologistes, avec pharmacie, chirurgien dentiste et moi-même le plateau, et des kinés, et psychologie, podologue et tout. Et ça permet aux gens, aux citoyens de venir sans prendre les embouteillages
pour aller jusqu'en ville. Donc voilà, c'est un investissement personnel, mais dans le cadre de l'aménagement du territoire pour être en proximité avec la population, pour leur donner les moyens d'être explorés, d'être soignés, et puis après, s'il faut aller se faire une intervention chirurgicale, mais en tout cas, voilà, c'est important dans le cadre de l'aménagement du territoire. Mais il y a d'autres et de l'offre de soins. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent. Mais avec où j'ai plus pas tellement impliqué personnellement pour y travailler, mais dans la vision d'aménagement, notamment au Marais. Oui. On va voir deux photos qui concernent la prévention par l'activité sportive. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez contribué à l'organisation et à la création du semi-marathon de Fort-de-France. Allez-y. C'était en 1985 avec We Love Gibus et puis bien d'autres. Et nous avons mis en place le semi-marathon. Et donc, ce premier semi-marathon, c'était à Fort-de-France. C'était dans l'esprit de mettre cette discipline en Martinique et surtout attirer vers le grand public. Parce que quand vous préparez le semi-marathon, il faut 6 mois à 1 an pour arriver à la préparation. Donc pendant 6 mois à 1 an, vous êtes pris dans l'activité physique, donc vous êtes pris dans l'hygiène de vie. Et donc on a pu faire ce semi-marathon qui perdure aujourd'hui, qui s'est arrêté par rapport au Covid, à la Covid. Et donc, ce semi-marathon, j'étais à la création de ce semi-marathon en tant que médecin. Et puis après, tout de suite, l'année d'après, je me suis mis dedans et j'ai fait le semi-marathon de Fort-de-France. Et ayant préparé le semi-marathon de Fort-de-France, j'ai pu même aller au marathon de New York. C'était, je ne me souviens plus en quelle année. Et voilà encore, nous sommes allés à la marathon de New York surtout pour voir quel type d'organisation ils avaient pour l'adapter au semi-marathon de Fort-de-France. Ça nous a permis d'adapter, de faire des apports pour mieux encadrer, mais surtout pendant la manifestation. Et puis vous avez aussi contribué à l'organisation de plusieurs parcours du cœur. Oui, alors il y a une différence entre le parcours du cœur où on fait des marches. On a fait le tour de Martinique avec des fois 2000, 3000, 4000 participants. Et ça, à ce moment, 2 mois avant, 2-3 mois avant, on allait dans les collectivités avec les municipalités, on allait visiter les terrains, on voyait les propriétaires, tout ça, et puis on choisissait le circuit. Et les gens ont toujours participé de manière importante et massive au parcours du cœur, avec beaucoup de stands d'information sur le diabète, l'hypertension, tout ça. Et puis, bien sûr, à côté de ça, nous avons mis en place des parcours santé. Et parcours santé, parce que j'avais eu cette expérience à Montpellier. La ville de Montpellier, avec M. Fresh, Georges Fresh, avait mis en place des parcours santé, le docteur Bénézis, qui est venu plusieurs fois avec nous, des parcours santé de proximité où les gens peuvent venir marcher, faire de la gymnastique, tout ça, et des parcours adaptés en fonction des âges. Et puis surtout, dans les parcours santé, ils sont de proximité, et on est allé encore plus loin, on les a éclairés. Les municipalités ont accepté d'éclairer pour que il ne faut pas les faire uniquement pour ceux qui sont à la retraite. Donc il y a des gens qui viennent très tôt à 5 h du matin et d'autres qui peuvent aller jusqu'à 22 h. L'exemple type, c'est celui de Chelcher. Je salue la municipalité qui vient, monsieur le maire, et son équipe qui viennent de le mettre à neuf. Vraiment, c'est vraiment bien et qui ont encore amené des équipements. Nous avons fait celui du Lamentin, bien sûr du COS, Sainte-Luce, Morne-Rouge. Donc, les municipalités ont suivi. Mais par contre, ce qu'on a toujours demandé au-delà des municipalités, que la jeunesse et sport et collectivités puissent permettre, parce qu'il suffit de mettre en place, il faut surtout entretenir et que les choses ne se dégradent pas. Parce que on encourage surtout les Martiniquais à y aller. À y aller, oui, voilà. Et ça me fait plaisir au parcours de voir du monde. Quand je passe près d'un parcours, je reste là à regarder, même à descendre un petit peu pour voir les gens, parce que c'est nécessaire que la Martinique, les Martiniquais s'engagent dans l'activité physique qui préserve la santé. Alors, il y a un autre domaine, David Dinal, qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous engagez, vous aussi, c'est le tourisme. Ah oui, le tourisme, parce que la Martinique, c'est un pays de tourisme. Et puis surtout, le tourisme a été moteur dans le temps, beaucoup moins maintenant, parce qu'il y a la concurrence des pays de la Caraïbe, il y a le problème fondamental des transports qui sont chers, les transports en avion en particulier. Mais par contre, l'offre touristique est importante à mettre en place. Et moi, par exemple, personnellement, j'ai développé aux Anses-d'Arlé une résidence touristique, je ne vais pas le cacher. Et donc, on voit l'article d'ailleurs de France Antilles. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut recevoir les gens
dans des bonnes conditions. Et qui dit donc investir? Parce qu'il y a des amis, des gens qui m'ont proposé d'aller investir à Sainte-Lucie, d'investir à la Jamaïque ou pas. Je dis non, moi c'est mon pays. Je suis ce que je suis par rapport à ce que mon pays, ma population m'a donné. Donc si j'ai des investissements à faire, je dois les faire dans mon pays. J'ai fait des investissements dans mon domaine de professionnel, la médecine, la santé, et donc j'ai pu, à travers ça, faire ce type d'investissement. Parce que qui dit résidence touristique ou pas, eh bien, il faut manger du poisson. Il y a des activités de plongée par rapport aux Anses, il y a des activités nautiques, ok? Il y a la restauration, sans compter que un équipement touristique, eh bien, vous faites travailler des climatiseurs, enfin, il y a des contrats de jardinage, tout ça. Donc, c'est l'activité. Ça fait travailler du monde. Ah voilà, oui, ça fait travailler du monde. Et donc, si tous, on peut apporter quelque chose, ça va apporter à la Martinique. Et puis, bien sûr, l'image de la Martinique va monter en valeur. Donc, c'est mon état d'esprit. Et donc, bon, c'est pas moi qui gère, hein, mais et surtout qu'au niveau touristique, je sais que, par exemple, aux Anses d'Arlet, beaucoup de personnes du bout des Anses d'Arlet ou des petits instituts, ils ont travaillé à Diamant Rock, ils ont travaillé à l'Anse-Mitan, à l'Anse-Salane. Mais ces hôtels ont périclité, mais ça a donné à manger et à boire à des familles, des mères de famille pendant des années. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Il nous faut trouver les moyens de refaire la relance touristique, mais de bonne qualité et être compétitif à tout ce qui est autour. Donc, faire un tourisme de qualité. Et en impliquant les Martiniquais. Et en impliquant les Martiniquais. Et par exemple, aux Anses d'Arlet, vous avez par exemple des gens qui ont soit une maisonnette ou bien un bas de villa. Eh bien, beaucoup de gens vivent de ça, en complément de ce qu'ils ont. Par contre, nous leur disons, effectivement, faites-le, mais faites-le bien. Faites-le propre. Et s'il le faut, faites des conseils. Et allez chercher des conseils parce que l'Espace Sud est aujourd'hui responsable de l'organisation touristique. Donc, ils ont la possibilité d'aider les gens, ils ont la possibilité de conseiller et faire des manifestations qui vont mettre de la vie dans la commune, enfin dans toutes les communes du Sud, bien sûr. Et puis, de Martinique entière. Hein. On termine cette rubrique Martinique, David Dinal, avec une dernière photo. C'est une photo d'une manifestation concernant la chlordécone. Concernant la chlordécone et concernant notamment Non, c'est le risque de classement du dossier. Voilà, tout à fait. Le risque du classement du dossier, il y avait cette manifestation de 10 000 personnes, hein, et toutes classes confondues, avec les syndicats, les politiques, c'était une manifestation extraordinaire. Et qui montre au gouvernement français que, attention, nous n'allons pas laisser passer ça. Oui, par rapport au risque de prescription. C'est le terme que je cherchais. Aujourd'hui, nous attendons le verdict qui va arriver, mais la Martinique sera debout. Mais on a vu qu'il y a un risque confirmé que le dossier soit classé pour prescription. Oui, mais nous n'allons pas rester debout. On va se battre. Je pense que les politiques, les syndicats, la population, les citoyens doivent se mobiliser et montrer qu'on ne peut pas laisser passer une telle infamie. Ce n'est pas possible que le président de la République, M. Macron, vienne nous dire que c'est la faute de l'État, et puis en contrepartie, on nous fait un petit plan chlordécone 1, chlordécone 2, chlordécone 3 et le 4 qui se termine en 2017 avec des clopinettes. Non, il y a des problèmes plusieurs problèmes qui sont concernés. On a parlé des maladies professionnelles. Bon, ça a avancé, mais il y a d'autres encore au niveau de la santé. Il y a la dépollution des sols. Quand vous voyez que les marins-pêcheurs, on revient aux marins-pêcheurs, toute la zone où ils ne peuvent pas pêcher, eh bien, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils ont est-ce qu'on leur a donné quelque chose? Non, c'est insuffisant. Et aujourd'hui, le problème du chlordécone doit être pris en compte, soit par la solidarité nationale ou bien d'autres choses. C'est comme, par exemple... par la justice. Non, mais la justice... derrière la justice, il y a la politique. Hein. Donc, on va nous dire séparation de la justice, séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique. Non, le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités et nous donner les moyens réels de résoudre ce problème de chlordécone dans la recherche et dans beaucoup d'autres domaines. C'est comme le problème des sargasses. Le problème des sargasses, quand par exemple en Bretagne, il y a eu les algues vertes, l'État a pris ses responsabilités. Quand il y a eu le problème de l'amiante, l'État a pris ses responsabilités. Donc nous, c'est moun. Ou bien nous, pas moun.
Eh bien, dans ce cas-là, il faut aussi que, par contre, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Nous avons des juristes, nous avons des techniciens, et surtout, la force la plus importante, c'est la mobilisation de la population dans toutes les tranches d'âge. Et donc, nous attendons ce verdict. Mais ce verdict, je souhaite et je pense que nous serons debout pour refuser que que l'État ne prenne pas ses responsabilités. Alors justement, on termine cette émission avec la rubrique politique. Alors la politique, David Dinal, c'est un autre de vos engagements. Vous vous êtes engagé en politique déjà depuis longtemps. On peut même considérer que c'est le syndicalisme qui vous y a amené. Oui, le syndicalisme étudiant qui m'y a amené. Et puis bien sûr, la recherche d'identité qui m'a amené vers la politique à travers l'Association générale des étudiants martiniquais. Et ensuite, je me suis impliqué dans différents mouvements, différentes associations. Et par la suite, je me suis engagé vraiment en politique aux Anses-d'Arlet. On va voir la photo d'ailleurs, la photo de la campagne, je crois que c'était 2008. C'est la campagne 2008, là. La campagne de 2008 avec une équipe de l'Alliance. J'ai un mouvement qui s'appelle l'Alliance arlésienne avec des gens d'horizons différents. Et donc, c'est la bataille communale. Mais nous ne sommes pas dans l'opposition systématique. Je suis élu de la ville des Anses-d'Arlet, je suis élu municipal et je participe de manière active et profonde à plusieurs commissions, la commission politique de la mer, la commission développement économique et la commission aménagement du territoire. Donc je fais le travail de manière consensuelle avec les amis élus, même si je suis dans l'opposition. J'ai des rapports tout à fait corrects avec le maire, M. Larcher, que je profite pour saluer. Et puis, autre chose, c'est qu'au niveau de la politique, j'ai fait un parcours. J'ai participé à un moment au groupement, au parti avec M. Samo, qui est un ami, le Bâtir le pays Martinique. Oui. Et ensuite, je suis passé au PPM sans avoir de problème avec... On va le voir, mais je voulais qu'on revienne sur une autre photo, qui est une photo d'une autre campagne, en fait la plus récente aux Anses-d'Arlet. Oui. C'est la campagne de 2020. De 2020, oui. Toujours aux Anses-d'Arlet. Toujours aux Anses-d'Arlet. Vous voyez toute l'équipe là, je profite pour les saluer tous. Et puis on a mené une campagne très dynamique, axée sur le développement, axée sur le développement qu'il soit touristique et tout, l'aménagement du territoire. Nous ne sommes jamais dans les cancans politiques, ni on respecte la population et les adversaires, mais qui sont aussi des Martiniquais et des Arlésiens. Donc, je suis animé du désir d'apporter ma contribution et c'est quelque chose qu'on développe au niveau de l'Alliance arlésienne. Et vous avez élargi votre champ d'action politique. On va voir deux photos là où vous êtes avec des personnalités éminentes du Sud. Monsieur Larcher, on va profiter pour saluer. Monsieur Larcher, donc Serge Larcher, l'ancien maire et sénateur. Vice-président du Conseil général, premier vice-président. Et là, c'est mon ami, mon Rosniquez, maire de Sainte-Luce, qui par ailleurs a fait ses études à Montpellier. Puisque quand je laissais Montpellier, il arrivait. On a eu le temps de vivre ensemble un peu à Montpellier. Et puis nous échangeons beaucoup. C'est un homme vraiment extraordinaire, très simple, fils de marin-pêcheur aussi, et qui a aussi perdu son père très tôt, comme moi. Et vous avez eu cette volonté d'élargir votre champ d'action au niveau du Sud. Et ça a donné lieu à une alliance qu'on va voir en photo, avec entre autres des membres du Parti progressiste martiniquais. Oui, là, je salue encore le père Samo, Pierre, Manet et Giovanni qui est du Robert, et puis bien sûr le président Serge Hachimi. Giovanni William, Joseph Manin, Serge Hachimi, Pierre Samo, avec vous, donc. Ouais, c'est la guerre. Oui, pourquoi cette volonté? Vous êtes allé, on va le dire, ça concernait une campagne pour les élections législatives. Vous avez voulu élargir votre champ d'action, je le disais. Ah oui, c'est-à-dire que ce n'est pas avec le préfet, ni que je respecte, ni avec le directeur de l'ARS qu'on va faire la politique de santé. Il faut monter là où il faut, c'est-à-dire le gouvernement. Le gouvernement et l'Assemblée. C'est là que ça se décide. Et c'est là qu'on apporte des orientations, qu'on apporte des réflexions et qu'on mène le combat pour qu'il y ait des lois nouvelles ou bien qu'on adapte et on applique, on habilite les lois. Et donc, en termes de politique de santé, puisque la Martinique aujourd'hui a des problèmes profonds de santé publique, donc, en tant que médecin, en tant que militant, en tant que politique,
je dis que je suis tout à fait honoré de porter cette bataille parce que j'ai l'expérience qu'il faut de tout ça et qu'aujourd'hui, il faut y aller. Et donc, en quelque sorte, tout en ayant des rapports francs, directs, corrects avec le gouvernement, donc quel qu'il soit d'ailleurs. Et donc, c'est ce combat, parce que c'est ce combat qui va ouvrir des possibilités pour le chlordécone, de possibilités nouvelles pour les sargasses, pour les hôpitaux qui sont dégradés, parce que vous imaginez que pendant le Covid, on a eu des médecins et des professeurs, des techniciens qui sont venus nous aider. Arrivés là-bas, ils ont dénoncé l'état de dégradation des hôpitaux. Ils te disent, mais ce n'est pas la France. Mais ça ne peut que nous aider, nous pousser à aller encore plus loin. Et puis, bien sûr, en dehors de ça, il y a aussi tout ce qui est formation des jeunes, lutte contre le chômage, lutte contre la vie chère. La vie chère. Pourquoi il y a une discontinuité territoriale et puis on se retrouve avec des prix chers 2 fois, 3 fois, des fois. Donc il faut qu'on aille au fond. D'ailleurs, hier, à la CTM, nous avons abordé la question et puis il y aura un travail à faire pour diminuer cette vie chère, pour voir la qualité profonde de quels sont les problèmes de cette vie chère. Je pense que les débats vont venir. On a compris que les législatives, c'est un combat pour vous. On va voir une photo de 2017 où vous étiez à Rivière-Pilote. Vous avez apprécié cette campagne? Ah, bon Dieu. Cette campagne m'a permis de découvrir encore mieux le Sud. On a fait les 11 villes, les 11 communes, les quartiers. Rivière-Pilote, nous avons au moins 70 quartiers. Là, nous sommes à la frontière entre Rivière-Pilote et Rivière-Salée. J'ai découvert la Martinique. Et puis surtout, ça a commencé à la saison où les mangos fleurissaient. Et quand ça s'est terminé, on mangeait des mangos. Non, mais c'est peut-être poétique. Oui. Mais je vais vous dire, et puis connaître, j'arrive chez les gens et je vois des grandes personnes qui me connaissent ou bien qui ne me connaissent pas. On entame la conversation. Et vraiment, c'était un tiers pays. Hein, et avec les gens. Et je vous dis que cette campagne, elle était extraordinaire. Et celle qui va venir aussi, je souhaite que le Covid va nous permettre de mieux rentrer encore chez les gens et puis aller expliquer, aller surtout les écouter et voir qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs souffrances, quels sont leurs espoirs. Et la campagne, mais je vous dis vraiment, c'est quelque chose, mais c'est humain, mais c'est social, ça me prend au cœur. Ces campagnes-là, gagner, oui, mais d'abord, travailler, voir les gens, expliquer, comprendre, et puis porter des solutions. Alors gagner, vous avez connu la victoire. Sur la photo suivante, on va vous voir triomphant. C'était la victoire aux élections territoriales. Ah oui, là c'était la. Mais on dit, mais je pleure pas, j'espère. Cette photo, j'ai jamais bien examinée, mais c'était vraiment, c'était rude. Oui. C'était dur. C'est une campagne qui a été difficile. Et puis, donc avec la liste Alliance Martinique, menée par Serge Etchimi. Et puis, c'est la victoire. Mais la victoire, on a la victoire, mais on tombe tout de suite dans la réalisation des tâches. Et je peux vous dire que depuis le mois de juillet, le nombre de commissions, le nombre de plénières, sans compter les échanges, les visites, ça m'a marqué les visites à l'hôpital pendant le Covid, voir la morgue, tout ça. Et puis, bien sûr, les gens qui nous appellent et tout. Je veux dire, par contre, ça nous met dans le feu de l'action. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est l'odeur de la bataille. C'est l'odeur de la bataille, la fumée que ça peut donner du point de vue énergie. Et donc, ça nous stimule. Personnellement, ça me stimule. Et puis, je dis encore une chose, c'est que je suis aujourd'hui à ma place, mais c'est parce que les gens m'ont aidé. La population m'a aidé. Quand j'étais petit au Diamant, à l'école, il n'y avait pas de cantine. La journée, on traînait dans la rue, mais les gens du Diamant nous accompagnaient. Maman et puis papa étaient là, on partait à 6h du matin pour rentrer à 6h du soir. À Rivière-Salée, même chose. À Rivière-Salée, les dames de cantine. Et ça m'a fait grand plaisir aujourd'hui de soigner ces gens, de les rencontrer, on échange des souvenirs. Et puis on sent que, au fait, l'école, la République nous a donné, donc en quelque sorte, le travail que je fais aujourd'hui, l'engagement. On va voir la photo d'ailleurs. L'engagement que j'ai, c'est justement apporter un retour. De votre arrivée à la CTM, c'était un peu comme une espèce de serment. Hein, oui, je le jure.
Je le jure que je vais travailler. Et vous êtes président de la commission biodiversité et santé. Et la boucle est bouclée, vous revenez en fait à l'un de vos chevaux de bataille. Oui, voilà, c'est la biodiversité et ça me ramène vers l'eau, puisque je suis vers l'eau et la biodiversité, la commission à l'extérieur. Et puis, bien sûr, l'aménagement du territoire. Parce que même si je ne suis pas toujours là-dedans, mais la commission transport, développement, aménagement, grands travaux. Et puis, bien sûr, au parc naturel. Donc, on suit les dossiers et tout. Mais mon cœur d'activité, c'est la santé et la biodiversité. Et la biodiversité, ça va nous ramener vers l'eau, vers l'assainissement. Et ça nous ramène aussi vers le chlordécone, mais aussi les sargasses. Par contre, et c'est là que j'ai bien compris que si nous avons des fonds européens, il nous manque l'appui de l'État. Et l'appui de l'État, il faut aller le chercher. C'est pourquoi ce n'est pas rester ici, c'est aller chercher, préparer ces dossiers, aller pouvoir chercher des lois et des financements pour mener ce travail. Et donc, en complément avec la CTM, puisque la CTM, c'est notre collectivité majeure. Et cette collectivité a besoin d'être répercutée au niveau de l'État, du gouvernement et tout, et apporter ce qu'il faut. On a bien compris que vous restez passionné par la politique. Alors, j'ai cru comprendre que vous alliez prendre un peu de recul par rapport à la médecine. Non, c'est-à-dire que je suis en phase depuis 5 ans, je suis en mi-temps. Et là, actuellement, j'ai mis en place la succession et la transmission. Et donc, aujourd'hui, j'ai une équipe qui est prête à prendre la relève. Ils sont là, ils travaillent et je les accompagne. Et je les accompagne encore un peu parce que j'ai donné. Hein. Je suis arrivé en Martinique en 84. En 84. Depuis 84, ça fait combien d'années? Ça fait auprès de 40 ans. Là, ça fait 38 ans. Ouais. 38 ans, 12 ans de médecine à Montpellier et 3 ans d'enseignement en Martinique avant. Sans compter, depuis l'âge de 13-14 ans, je suis sur le canot de mon père. Donc, j'ai donné. Et aujourd'hui, je peux comment dirais-je, faire une transition vers des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire le développement, la réflexion, apporter au niveau politique, accompagner les jeunes, accompagner tous ceux qui veulent que la Martinique avance. Merci beaucoup, David Dinal, de nous avoir fait revivre votre parcours. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.